Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une correction d'un cas clinique. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemblent les cas cliniques des conférences live qu'on propose pendant nos formations, je vous propose aujourd'hui un cas clinique de chirurgie bariatrique, un sujet qui est hyper important. La preuve en est, l'année dernière, le WC 2023, il y a eu un cas clinique de bariatrique qui a posé souci à pas mal d'entre vous. Donc, c'est une sous-spécialité qu'il faut surtout pas louper, sur laquelle il faut être au point. D'accord? D'autant plus qu'il y a eu des nouvelles recommandations en février 2024 qu'il va falloir connaître car potentiellement tombables le jour de l'examen. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire des retours, que ce soit par mail, que ce soit dans les commentaires, etc. Je serai ravi de répondre et de pouvoir vous aider. On commence sans plus attendre avec le dossier. Donc, on avait une femme de 45 ans qui est G2P2, qui est tabagique actif à 10 paquets années, qui a été opérée il y a 13 mois d'une sleeve gastrectomie avec un IMC préopératoire à 50. Donc, on parle de super obésité pour ceux qui se souviennent plus, je rappelle, au-dessus d'un IMC à 50, on parle de super obésité. Les comorbidités préopératoires étaient donc un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une hypertension artérielle, un reflux gastro-œsophagien traité par IPP quotidien depuis des années, avec un excellent contrôle sur les symptômes. Elle a actuellement un IMC à 35, donc elle a perdu 15 points d'IMC, ce qui est beaucoup. Les comorbidités sont bien contrôlées, mais ces symptômes de reflux sont réapparus peu de temps après la chirurgie, malgré la poursuite de la prise de son IPP. Elle prend du pantoprazole à 20 mg par jour et des antiacides à la demande. Elle souffre de brûlures d'estomac sévères et persistantes, ainsi que de régurgitation. Pour le reflux gastro-œsophagien, quel traitement proposez-vous? Donc, première question, qui est une question, on va dire, classique, médicale pure, traitement du reflux gastro-œsophagien et en particulier après une sleeve gastrectomie. Donc, le traitement du reflux gastro-œsophagien, il repose sur le traitement médical, qui comprend à la fois les règles hygiéno-diététiques et le traitement médicamenteux. D'accord? Donc, il y a deux piliers, les règles hygiéno-diététiques et le traitement médicamenteux. Dans les règles hygiéno-diététiques, on aura la surélévation du lit à environ 30 degrés à peu près. Soit on surélève les pieds du lit, soit on peut mettre des coussins derrière la tête pour pouvoir dormir un petit peu en décubitus, pour pouvoir dormir un petit peu en procubitus, pardon. Deuxième chose, on a l'espacement du délai entre le dîner et le coucher, au moins 2 3 heures. Il n'y a pas de recommandation claire, mais quand on regarde toutes les différentes sources, donc on a la FMCHGE, la HAS, les collèges, etc., ça oscille en général entre 2 et 3 heures. D'accord? En tout cas, 1 heure et demie, c'est trop peu. Faut éliminer les aliments qui sont trop gras, les aliments qui sont pourvoyeurs de RGO, qui ont été identifiés comme étant pourvoyeurs de RGO. Éviter l'alcool, arrêter le tabac, surélever la tête du lit, on l'a dit. Et voilà, c'est tout pour les règles hygiéno-diététiques. Pour le traitement médicamenteux, il repose sur les IPP qu'on va pouvoir mettre à double dose. La patiente ne prenait que des IPP à simple dose actuellement. On peut doubler la dose, ajouter des antihistaminiques, des anti-H2 et poursuivre les antiacides locaux. Question numéro 2. Quelles sont les explications possibles à l'aggravation de ce reflux gastro-œsophagien hors post-opératoire de cette sleeve? Alors, comment expliquer l'apparition d'un reflux gastro-œsophagien après une sleeve gastrectomie? Et qu'est-ce qui va favoriser sa survenue? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'être passé à côté d'une hernie hiatale en préopératoire. Donc, de ne pas avoir fait le diagnostic préopératoire d'une hernie hiatale qui n'a pas été diagnostiquée, pas visualisée sur les scanners. Deuxième chose, l'agrafage de l'œsophage. Euh, Trop près, on va dire, de l'œsophage et ne pas laisser cette petite encoche qui correspond à l'angle de His lors de la confection de sa sleeve gastrectomie, ce qui est hyper important pour garder cette barrière anti-reflux. Troisième chose, un excès de fondus qui est laissé en place, c'est-à-dire que quand vous faites votre agrafage, vous allez laisser une grosse poche postérieure qui va entraîner en fait une hyperpression. Et cette hyperpression, déjà d'une part, va augmenter le risque de fistule et d'autre part, va augmenter le reflux gastro-œsophagien.
Troisième question. Donc, vous avez introduit votre traitement médicamenteux, et les règles hygiéno-diététiques pour tenter de soulager ce reflux gastro-œsophagien, mais rien n'y fait. La patiente n'est que temporairement soulagée avec les mesures. Elle reste très symptomatique. On fait réaliser un TOGD dont vous avez les clichés ici. Je vous laisse quelques secondes pour identifier le problème, ou alors vous pouvez mettre sur pause et reprendre quand vous avez analysé l'imagerie. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit en fait une image de hernie hiatale avec une dilatation œsophagienne d'amont. Vous voyez ici qu'on a la jonction œsogastrique qui se situe en fait dans le thorax. Je vous ai surligné en rouge donc le diaphragme, en jaune l'œsophage qui est dilaté en amont et avec la flèche bleue qui montre donc la jonction œsogastrique qui est en intrathoracique. Donc vous voyez que vous avez bien une hernie hiatale par glissement, d'accord? Donc si je devais mettre une réponse encore plus complète, le jour de l'examen, je mettrais hernie hiatale par glissement avec dilatation œsophagienne d'amont, d'accord? C'est comme ça qu'on peut être certain d'avoir tous les points, c'est en étant systématique. Comme je le dis toujours, à l'EVC, le plus dur, c'est pas de tout savoir, mais c'est surtout de rien oublier, d'accord? Donc vous devez vraiment être systématique et employer tous les termes. Question numéro 4. Malgré vos mesures introduites, à 2 ans de la sleeve, la patiente n'est toujours pas soulagée. Quelle proposition thérapeutique est-ce qu'on peut lui proposer? Bon, c'est une question classique. Comment gérer la principale complication à long terme des sleeve gastrectomies, à savoir le reflux gastro-œsophagien? Eh bien, il faut convertir la sleeve en bypass gastrique et réaliser une cure de hernie hiatale. Donc simplement fermer les piliers, d'accord? Fermeture postérieure des piliers diaphragmatiques. De toute façon, on ne peut pas faire de système de valve. Il y a des techniques qui ont été décrites euh, pour les sleeves, où en fait, on va confectionner une valve et associer une sleeve gastrectomie. Ça s'appelle la N-sleeve, mais ça, on peut le faire que de novo. Là, on n'a plus la grosse tubérosité, vu qu'elle a été agrafée lors de la sleeve. On ne peut pas faire cette technique-là. Et donc, la technique pour pouvoir traiter un reflux gastro-œsophagien après sleeve gastrectomie, c'est bien la conversion en bypass gastrique. Donc voilà des vues intra-opératoires, donc la création de la poche gastrique, la fermeture des piliers postérieurs, voilà, à titre d'illustration. Donc on a décidé de réopérer la patiente. Décrivez brièvement les mécanismes de perte de poids induits et la technique de cette opération en précisant les points de vigilance. Alors ça, c'est une question qui est assez classique qu'il faut maîtriser, qui porte en fait sur les mécanismes de perte de poids dans les différentes opérations de chirurgie bariatrique. C'est une question qui est tombée lors d'un examen, ou en tout cas, il y avait une question qui y ressemblait lors d'une EVC-P, je crois, de 2012-2013, un peu ancienne, mais par là-bas. Donc, il faut absolument maîtriser la physiopathologie de la perte de poids, comprendre les techniques, savoir à peu près décrire les principales étapes opératoires et surtout très important, les points de vigilance. C'est là-dessus qu'on va vous attendre. C'est là-dessus que vous ne pouvez pas vous planter. À chaque fois qu'on va vous demander de décrire une opération, il faut absolument s'acharner à décrire les points de vigilance. D'accord? Je dévie un peu, je fais un petit aparté, mais lorsqu'on vous demande de décrire la technique de la cholécystectomie cœlioscopique, vous vous doutez bien que vous êtes tous chirurgiens et que vous savez tous enlever une vésicule. C'est pas le problème. Simplement, c'est un examen et ce qui fera la différence le jour J, c'est ceux qui arriveront à mettre des mots clairs, précis sur les points de vigilance, sur les règles de sécurité, d'accord, à être intransigeants là-dessus et ceux qui n'arriveront pas à mettre des mots là-dessus, qui n'auront pas les idées claires. Et c'est pour ça que vous devez avoir une pensée qui est systématique et il ne faut rien oublier. D'accord? Donc, je reviens à la question numéro 5. On décide de réopérer la patiente, donc de réaliser une conversion de la sleeve en bypass. On va décrire brièvement les mécanismes de perte de poids induits par le bypass et préciser les points de vigilance de cette opération. Donc, les mécanismes de perte de poids. Première chose, c'est la restriction alimentaire
Et oui, d'ailleurs, c'est la principale action qui va mener à une perte de poids dans le bypass, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est en fait l'action restrictive du bypass. Votre néopoche gastrique, elle va faire environ 30 millilitres. Donc, si vous voulez, c'est encore plus petit qu'une sleeve gastrectomie. Donc, c'est ça qui va vraiment engendrer la perte de poids. Deuxième chose, vous allez avoir le côté malabsorptif. Vous savez que c'est une technique qui est mixte, qui est à la fois restrictive et malabsorptive, dont en fait le degré de malabsorption va dépendre de la longueur de l'anse alimentaire. D'accord? Je rappelle que lorsque les aliments arrivent dans cette anse alimentaire, ils sont mal digérés puisque vous n'avez pas encore l'arrivée de la bile et des enzymes pancréatiques qui permettent l'absorption de la graisse, des nutriments. Troisième mécanisme, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'y auraient pas pensé. Quand on va le décrire, et vous allez me dire, oui, c'est vrai, effectivement. Mais je pense que celui-là, vous avez dû l'oublier, certains d'entre vous. C'est le dumping syndrome. En fait, le dumping syndrome, donc, brièvement, je rappelle, le dumping syndrome, c'est cette sensation de malaise, malaise vagal, d'inconfort digestif, avec des sueurs, avec des nausées, tachycardie, des flushs, bref, toute cette symptomatologie vagale qui va être due à l'arrivée massive et rapide d'aliments riches en sucre et en graisse dans le premier jéjunum et des aliments qui n'ont pas été digérés auparavant. Et donc, en fait, par l'effet hyperosmolaire de ces aliments, ça va entraîner un appel d'eau dans l'intestin et donc créer une hypovolémie relative, et c'est ce qu'on appelle le dumping syndrome. Et donc, ce dumping syndrome, qui est entraîné par des aliments qui sont riches en graisse et en sucre, et ben en fait, le fait de présenter ces types de symptômes lorsque vous allez ingérer ces aliments, eh ben, vous allez spontanément, du coup, les écarter de votre alimentation. D'accord? Et donc ça aide effectivement à faire le tri sur les aliments sains et les aliments trop riches en sucre, trop gras, que vous allez éliminer. OK? Dernier mécanisme, c'est l'anorexie qui est liée en fait à la baisse de sécrétion d'hormones de la faim comme la gréline par l'estomac. Donc l'estomac exclu ne sécrétera plus de gréline. On va maintenant décrire les principales étapes opératoires de la conversion en bypass en insistant sur les points de vigilance sur lesquels être intransigeant. Première chose, vous avez une patiente qui a été opérée, d'accord? Donc, elle a un abdomen qui n'est pas vierge, avec potentiellement des adhérences. Donc, faites très attention lorsque vous allez lorsque vous allez créer votre pneumopéritoine, d'accord? Si la patiente, en plus de ça, est toujours obèse, elle a un IMC à 35, je crois, actuellement, eh ben, réaliser une open célioscopie, ça risque d'être compliqué. Peut-être que vous allez vous orienter vers une aiguille de Verès, une aiguille de Palmer. À ce moment-là, vous faites très attention. Les recommandations pour la création du pneumopéritoine à l'aiguille de Palmer, c'est de le faire en hypochondre gauche, d'accord, en transrectal gauche, hypochondre gauche, d'accord. Euh, Faites attention aux adhérences, d'accord. Si possible, ne pas faire d'open là où elle a déjà une cicatrice, parce que vous risquez d'avoir de l'intestin en dessous, de l'épiplomb, etc. Première étape, une fois qu'on a mis notre quart, c'est la confection de la poche gastrique qui va donc mesurer 30 millilitres environ, d'accord? Donc vous allez disséquer votre petite courbure au niveau du deuxième vaisseau euh, gastrique, de la petite courbure, et vous allez pénétrer dans l'arrière-cavité de l'épiplomb, d'accord? Vous allez agrafer de manière horizontale et perpendiculaire à la petite courbure, puis après de manière verticale jusqu'à l'angle de His, en faisant attention, comme je vous disais, de ne pas agrafer trop près de l'œsophage pour ne pas créer de sténose, donc de dysphagie. Après confection de la poche gastrique, l'estomac exclu doit être recoupé. Effectivement, comme vous savez, lorsqu'on a fait la sleeve gastrectomie, ben, du coup, on a fait une gastrolyse. On a sectionné les vaisseaux de la grande courbure, les vaisseaux courts. Et donc là, lorsqu'on va couper l'estomac restant, l'estomac exclu, ben, il sera plus vascularisé par rien du tout, puisqu'il n'y aura plus ces vaisseaux de la grande courbure. Donc vous devez l'enlever
pour pas risquer un risque de nécrose, un risque de fistule sur l'estomac exclu. D'accord? C'est hyper important. Une fois que vous avez fait votre poche gastrique, vous allez faire la bipartition épiploïque, d'accord? Pour que l'anse alimentaire puisse monter en sus mésocolique sans tension, sans trop de problèmes. Donc bipartition épiploïque. Ensuite, anastomose gastro-jéjunale. Bon, voilà, on commence dans cet ordre-là si on fait une technique de Lönnrot. Donc, anastomose gastro-jejunale, puis après, section de l'anse biliaire. On mesure l'anse alimentaire à partir de l'anastomose gastro-jejunale et on va réaliser ensuite l'anastomose du pied de l'anse 1,50 m plus loin, d'accord? Et fermer les brèches mésentériques et l'espace de Peterson, d'accord? Ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Il faut absolument fermer les brèches, d'accord? Un petit rappel sur les brèches lors des bypass, les brèches, lorsqu'on ne les ferme pas, c'est très à risque de créer des hernies internes, d'accord? Alors, le fait de les fermer, c'est pas ça qui élimine totalement le risque de hernie interne, mais enfin, ça le réduit quand même de manière conséquente, d'accord? Et c'est en fait la fonte des mésos lors de l'amaigrissement qui va en fait provoquer la réouverture de ces brèches et donc du coup ben, la possibilité d'hernie interne. Ok, donc on a répondu à la question numéro 5. On passe à la question numéro 6. À J2, donc à J2 d'une conversion de sleeve en bypass, la patiente présente une sensation de malaise avec une température à 38, un fébricule. La fréquence cardiaque, elle est à 110 battements par minute et la tension artérielle, elle est de 109,70. Il y a des gaz, mais il n'y a pas encore de sel. Alors, quelles sont les hypothèses diagnostiques? Ok, bon, c'est un petit peu flou. On n'a pas beaucoup d'éléments de réponse. On ne sait pas si la patiente a mal, on ne sait pas si elle défend, on ne sait pas si elle mange, si elle a des nausées, des vomissements. Donc là, en fait, globalement, cette situation, elle peut correspondre à vraiment beaucoup de choses, à beaucoup de complications, d'accord? Et volontairement, en fait, la question va dans ce sens-là pour voir si vous arrivez dans votre esprit à avoir cette démarche, la démarche en entonnoir. La démarche où, en fait, en fonction des signes cliniques que vous avez, vous allez vous orienter vers telle ou telle pathologie. Et donc, on commence toujours par par large, d'accord, avec beaucoup de possibilités de complications. Et ensuite, on affine la technique donc, de l'entonnoir, on affine vers l'hypothèse diagnostique principale. Donc, qu'est-ce qu'on peut évoquer devant une patiente qui a une sensation de malaise, qui est tachycarde avec un fébricule à J2 d'une opération d'un bypass? Eh bien, l'embolie pulmonaire, il fallait le mettre, d'accord? Embolie pulmonaire numéro 1. La patiente, elle est obèse, elle a eu une chirurgie qui a peut-être duré longtemps, donc tachycardie, sensation de malaise, fébricule 38, tout ça, ça colle avec l'embolie pulmonaire, il fallait le marquer. Fistule de l'anastomose gastro-jejunale, effectivement, pourquoi pas. Alors, on n'a pas fait de TOGD, donc on n'a pas en tout cas le TOGD, donc on ne peut pas l'affirmer là, à ce stade-là, mais ça peut. Fistule de l'anastomose du pied de l'anse, pourquoi pas aussi, hein. Fistule de l'estomac exclus, surtout si on l'a mal recoupé et du coup qu'il n'est pas bien vascularisé. Ça peut donner une sorte d'épanchement bilieux ou alors un abcès qui va donner cette sensation de malaise, fébricule, tachycardie. Et enfin, l'hématome ou l'hémorragie qui peut aussi donner le tableau qu'on vient de décrire. Alors, on fait réaliser un scanner suivant. Qu'est-ce qu'on voit sur ce scanner et quel est le diagnostic? Alors, l'imagerie, c'est très important à l'EVC. C'est un des piliers fondamentaux à mon sens. Il y en a beaucoup, surtout qu'il y a beaucoup de questions, donc il y a beaucoup de possibilités d'inclusion d'imagerie. Il faut les maîtriser. Et je pense qu'il faut aussi maîtriser certaines imageries de base qui ne sont pas forcément chirurgicales. Là, typiquement, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ces coupes scanographiques? On va commencer par la coupe abdominopelvienne, coupe abdominale plutôt. On voit que c'est un scanner qui a été balisé. Donc, c'est un scanner abdominal en coupe axiale, injecté au temps portal. Tout ça, il faut le dire, hein, d'accord? Donc, scanner
en coupe axiale, abdominale, injecté au temps portal. Vous voyez qu'on a un bon rehaussement des veines sus-hépatiques avec ingestion de produits de contraste, donc balisage digestif haut. Vous voyez ici qu'on a en fait du produit de contraste donc dans la néopoche gastrique et la première anse jéjunale de l'anastomose gastro-jéjunale. On a ici l'estomac exclu et donc on ne voit pas d'air, on ne voit pas de collection, donc pas de pneumoperitoine, pas d'épanchement, pas de collection. A priori, c'est un scanner post-bypass qui est normal. En revanche, si on analyse la deuxième coupe, la coupe thoracique, bah, qu'est-ce que vous voyez? Bah, ça, c'est un angioscanner en coupe axiale qui passe par le tronc de l'artère pulmonaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit une embolie pulmonaire bilatérale, d'accord? Embolie pulmonaire proximale bilatérale. Vous voyez ici les thrombus dans l'artère pulmonaire. Donc, je résume ce que je viens de dire. Scanner thoraco-abdominal avec injection de produits de contraste autant artériel et portal, balisage digestif, à l'étage abdominal, pas d'anomalie, prise de contraste de l'anse alimentaire, pas de fuite extradigestive, pas d'abcès, pas de collection, et à l'étage thoracique, des caillots bilatéraux dans les branches de l'artère pulmonaire qui signent une embolie pulmonaire bilatérale. Voilà, c'est ce que je vous disais. On traite cette complication et la patiente va finalement mieux. Elle peut sortir à J5 à domicile. 2 ans plus tard, elle revient aux urgences pour de violentes douleurs abdominales, sans vomissement, d'apparition brutale. Quelles sont les 3 hypothèses diagnostiques principales? Donc, on est à 2 ans du bypass. Elle revient aux urgences pour des violentes douleurs abdominales. Il n'y a pas de vomissement, et l'apparition a été brutale pour ces douleurs. Alors, 3 hypothèses diagnostiques principales. Eh ben, numéro un, c'est la hernie interne. Il faut absolument le marquer. Il ne faut pas passer à côté. Deuxième chose, l'occlusion sur bride. Et troisième chose, eh ben, l'ulcère anastomotique perforé. En effet, c'est possible. Occlusion sur bride, ben, malgré son antécédent de bypass, elle peut aussi faire une bride, voilà, comme donc une complication de chirurgie, on va dire classique. Elle n'est pas obligée de faire une hernie interne, elle peut très bien faire une bride, qui donnerait aussi le tableau de douleur abdominale d'apparition brutale. Donc hernie interne, spécifique au bypass, occlusion sur bride, et enfin l'ulcère anastomotique perforé, qui donnerait aussi des douleurs brutales par du coup propagation du liquide digestif dans la cavité abdominale, et donc le tableau de péritonite. À noter que l'ulcère anastomotique est favorisé par le tabagisme actif. En général, quand vous opérez des patients qui font un ulcère anastomotique sur l'anastomose gastro-jéjunale, c'est qu'en général, c'est des patients qui sont fumeurs. Donc, il faut faire très attention. Il faut leur dire d'arrêter de fumer. OK? Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des douleurs après bypass. Donc, vous avez dans la colonne de gauche les différentes causes, dans la colonne du milieu la présentation clinique et dans la colonne de droite les différentes prises en charge. D'accord? Donc, je vous laisse le lire tranquillement à tête reposée. Vous pouvez faire pause, l'étudier plus profondément. Voilà, c'est une diapo qui est un peu chargée, qui mérite quand même un peu plus d'attention. Et question numéro 9. Donc, on fait réaliser un scanner, interpréter les images. Quel est le diagnostic? Donc, je rappelle, la patiente revient 2 ans après son bypass pour des douleurs abdominales, sans vomissement et d'apparition brutale. Donc, on fait ce scanner. Quelles sont les images? Et quel est le diagnostic? Je vous laisse regarder un peu les images. Eh bien, écoutez, tout ça semble compatible avec une hernie interne dans l'espace de Peterson. Pourquoi? Parce qu'on a en fait une disposition radiaire des anses intestinales
qui sont distendus avec deux syndromes jonctionnels contigus qui confirment du coup l'aspect en fait d'occlusion à anse fermée dans une hernie interne. Tout ça, c'est très évocateur. Vous avez également une distension de l'anse alimentaire qui est identifiée par le balisage digestif. On va voir la hernie interne dans l'espace de Peterson. On va analyser les coupes juste après. Et enfin, un wheel sign qui est assez peu marqué, qu'on va voir aussi. Donc regardez ici, les flèches rouges montrent du coup les deux syndromes jonctionnels contigus qui signent en fait l'orifice de la hernie interne. Tac, je me décale. La flèche verte là-haut montre la distension de l'anse alimentaire avec le balisage qui est dans l'anse alimentaire. Et le cercle bleu montre donc le wheel sign, cet aspect en fait de tourbillon, l'aspect de tourbillon des vaisseaux du mésentère, qui est assez peu marqué sur cette coupe, qui est en général un peu plus marqué que ça. Mais si vous marquez wheel sign ou si vous suivez l'accompagnement individualisé, où il y a beaucoup d'autres imageries de complications après bypass, vous verrez des wheel signs bien marqués, bien francs. Dernière chose, vous voyez qu'en fait, les anses digestives occluses sont toutes du même côté. Elles sont toutes du même côté avec une espèce de disposition radiaire. Et ça, c'est quand même assez évocateur d'une hernie interne. Donc, quels sont les signes de la hernie interne au scanner? Petit point théorique, imagerie après bypass. Ça peut tomber. C'est hyper important. Il faut le maîtriser. Donc le wheel sign, cet aspect de tourbillon euh, ou au moins de la convergence des vaisseaux mésentériques, l'occlusion du grêle et le regroupement des anses qui sont distendus au même endroit avec une espèce de disposition radiaire, un peu comme ici. Un wheel sign qui est bien marqué, que vous avez ici, on voit vraiment l'aspect de tourbillon des vaisseaux du mésentère. Autre signe de hernie interne, l'aspect tubulé ou arrondi de la graisse mésentérique qui va être enroulé par des anses grêles distendues, un peu comme ici. Vous avez aussi le passage d'anses intestinales qui vont venir derrière l'artère mésentérique supérieure, qui correspondent en fait aux anses herniées, d'accord? Donc là, vous avez la MS avec des anses intestinales qui passent derrière. Et enfin, l'anastomose jéjuno-jéjunale, donc l'anastomose du pied de l'anse, qui normalement est à gauche. Je rappelle qu'elle se situe, tout se situe à gauche hein, dans le bypass, qu'elle se situe normalement à gauche. Ben là, elle va venir être déplacée à droite dans les hernies internes. Et enfin, dernière question, ben, quelle est la conduite à tenir? Il faut être systématique, il faut rien oublier. Ça ne suffit pas de se concentrer sur la prise en charge chirurgicale, il faut également marquer toutes les mesures médicales associées, donc hospitalisation, pose d'une sonde nasogastrique, ce qui peut être discuté parce que dans les bypass, en général, il n'y a pas de grosse distension de l'anse alimentaire, mais là, on voit que l'anse alimentaire est bien distendue au scanner, donc je pense qu'il faut poser une sonde nasogastrique, il ne faut pas prendre de risques. Troisièmement, réhydratation intraveineuse, c'est une patiente qui a un troisième secteur, qui a peut-être une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle sur l'occlusion digestive, donc il va falloir la réhydrater, la laisser à jeun, évidemment, réaliser un bilan préopératoire avec une NFS, CRP, bilan rénal, bilan de coagulation, groupage RAI, réaliser une consultation d'anesthésie en urgence, et enfin, le plus important, réaliser une cystoscopie exploratrice, réduire la hernie, voire réséquer du tube digestif s'il est nécrosé, et fermer la brèche mésentérique. D'accord? Écoutez, j'espère que ce dossier vous a plu, qui vous a permis d'éclairer certaines choses. Vraiment, la chirurgie bariatrique, il faut insister là-dessus. C'est tombé l'année dernière, je pense que c'est tombé encore l'année d'avant. Ça tombe tout le temps, c'est un des piliers de l'EVC, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas passer à côté. Si ce dossier vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous rendre sur le site evcpae.fr ou me contacter directement par mail, par commentaire, à suivre également la newsletter
où j'envoie des renseignements, des astuces, des cas cliniques de manière régulière pour vous aider à obtenir votre autorisation d'exercice en France. Si vous ne voulez pas manquer votre PAE, si vous voulez valider votre VC, que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et avoir plein de cas cliniques de ce type sur tous les différents modules de la chirurgie digestive, je vous invite à vous inscrire à la formation individualisée. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Moi, d'ici là, je vous souhaite un bon courage dans vos révisions et j'espère que ça va le faire. Je vous dis à bientôt.